Derrière Derrière l'objectif. l'objectif. Derrière l'objectif. Eux te parlent en priorité maintenant, ces jeunes générations, ils ont 12 ans encore une fois, 15 ans, ils te parlent de dignité. Photographe reporter depuis plus de 30 ans, Hervé Lequeux met la jeunesse et l'immigration au cœur de son travail. De la côte libanaise à la côte algérienne en passant par la Tunisie et le Maroc. Son projet sur la situation des mineurs non accompagnés de la Goutte d'Or à Paris a reçu le prix Lucas Dolega, ce qui lui permet aujourd'hui de poursuivre son reportage en plusieurs chapitres et de retracer intégralement le parcours de ces jeunes Marocains en quête d'une autre vie, poussés par des pressions économiques, des décisions politiques et surtout, comme il l'explique, à la recherche de dignité. Derrière l'objectif d'Hervé Lequeux, tout commence à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, en 2020. Alors à la base, je me balade beaucoup et j'habitais le quartier du 20e à Paris et je me balade du coup beaucoup entre le 20e et le 18e. C'est des quartiers que dans lesquels j'aime beaucoup faire des images un peu de rue, etc. Et là, peu à peu, je découvrais dans des parcs, dans des rues, tous ces jeunes qui parlaient pas français, qui s'invectivaient comme ça dans la rue, qui parlaient fort. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à eux, à me dire tiens, qui sont-ils ? Bon, mais c'est des jeunes migrants. Je commence à les rencontrer et je me rends compte qu'ils ont vraiment un peu une identité à part dans tous les migrants que j'avais rencontrés. Et en fait, je me rends compte qu'on est presque dans une espèce de société secrète ou en tout cas dans une micro-société qui vivote entre le quartier de la Chapelle et le métro La Chapelle et le métro Barbès-Rochechouart et qui en fait vit quasiment dans une rue, la Goutte d'Or. Le square Alain Bachung, une aire de jeu pour enfants devenue le repère de jeunes Marocains. Les plus jeunes ont 10 ans, la plupart entre 13 et 16 ans. Ils sont une cinquantaine à vivre ici, jour et nuit depuis quelques mois. Certains sont orphelins, d'autres fugueurs. Pour la plupart, ils ont déjà vécu dans la rue au Maroc. Une grande précarité qui les poursuit jusqu'en France. Ils sont en demande. Nous, ils nous demandent tous les jours, alors, est-ce que tu as une solution pour moi ? Ce soir, est-ce que tu as une solution pour que j'aille me reposer ? Je suis complètement épuisée. Ils volent en terrasse des cafés, ils essaient de rentrer dans les appartements au rez-de-chaussée pour dormir au chaud. Ils rentrent dans les appartements qui sont en travaux. Des fois, ils font leur petit business. Mais moi, je trouve que c'est un peu triste parce qu'on est en France. Il y en avait qui avaient 12 ans, 13 ans, 15 ans, donc ça m'interpellait. Je voulais absolument leur parler à la base et me présenter à eux. Peu à peu, je suis resté au milieu en fait de la rue avec l'appareil en bandoulière ou dans le sac parce que dès qu'ils le voyaient, c'était pire. Puis là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands du quartier, des Algériens qui tenaient un peu les murs, disons, autour. Et eux étaient un peu plus ouverts, un peu plus sages, puisque plus âgés, etc. Donc, je commençais à leur parler. Et en fait, je me rends compte qu'ils avaient quand même des connexions avec ces jeunes, qu'ils les connaissaient un petit peu. Ils leur permettaient de se nourrir parfois chez les voisins qu'ils connaissaient, etc. Et donc, peu à peu, je rencontre un peu plus le quartier et cette rue de la Goutte d'Or, ce qui me permet d'accéder à ces jeunes. Je m'installe au milieu, en fait, en espérant réussir à documenter leur vie, à savoir qui ils sont. Et donc, je me présente peu à peu à certains qui acceptent de m'ouvrir un peu leur porte. Alors en fait, leur quotidien, c'est ils apparaissent à certaines heures. Parfois, ils quittent pas le quartier, en gros, puisqu'ils dorment parfois dans des voitures pas loin, ou dans des parkings, ou dans des squats plus ou moins du quartier. Et certains, en gros, errent un peu toute la nuit, sans avoir d'endroit pour dormir, ni se réchauffer. Donc on était quand même en hiver, on était en plein fin de Covid, re-Covid, reconfinement, plus ou moins, surtout couvre-feu. J'ai peu à peu compris qu'ils vivaient en gros dans la rue, soit autour, soit carrément à venir se reposer dans les seuls endroits un peu chauds du quartier ouverts
de temps en temps pour eux, c'est-à-dire les laveries. Donc on voit ces images de ces jeunes où ils sont crevés, ils s'allongent dans les hublots, enfin dans les machines qui sont encore chaudes. Le lieu est un peu chauffé, puis il y a les machines qui font de la chaleur, et donc ils s'allongent parfois en caleçon, en attendant leurs affaires qui se lavent parfois dans la machine d'à côté, et ils s'endorment en fait à l'intérieur de la machine à laver, ou du séchoir. Ils sont tout jeunes, hein, donc ils sont tout petits entre guillemets, hein, ils ont parfois 12-13 ans, donc ils mesurent 1m50, ils rentrent entièrement, il n'y a que les jambes qui sortent. On voit ces images d'ailleurs sur ma série où ces jeunes squattent la laverie jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée par le propriétaire qui les surveille avec une caméra, quoi. Leur quotidien, c'est ça, c'est manger un petit sandwich que Fatia, parfois, cette remarquable militante, achète pour eux, ou qu'ils achètent eux-mêmes, puisque voilà, ils vivent quand même de petits Larsen, ils ont quand même de l'argent, et puis errer dans le secteur, quoi. Après, pour certains, ils gagnent quand même bien leur vie aussi dans la rue, hein. Il faut pas se leurrer, quoi. Et beaucoup subviennent à la famille ou à la maman qui est restée au bled, donc envoient de l'argent massivement. À 15 ans, grâce à des plus grands, ils arrivent à envoyer quelques sommes d'argent impressionnantes au pays. Du coup, ils m'ont surtout raconté leur parcours. Beaucoup étaient originaires donc du Maroc et ils s'appellent par leur nom de ville d'ailleurs, hein. On dit Tandjaoui, Kazaoui, donc c'est marrant, ils s'appellent jamais par leur prénom évidemment. Et donc ils m'expliquent qu'ils sont partis, ils ont pris ils ont fraudé un bus, ils sont montés dans des soutes à bagages, ils ont réussi à se rapprocher en gros de Tanger et de Tétouan. Et puis on est à quelques encablures de l'enclave de Ceuta, donc l'enclave espagnole en territoire marocain. Et de là donc ils arrivaient à passer aussi de manière clandestine cette enclave. Et de Ceuta, à nouveau, ils se glissaient dans un camion ou dans un bateau, donc, pour rejoindre le continent et atterrir en Espagne et remonter peu à peu. Et commence un peu cette vie, on pourrait jamais qualifier ça de bohème, ce serait vraiment un thème beaucoup trop tendre pour définir cette vie de précarité, de violence et de rue, en fait, hein. J'ai pris un avion et j'ai réussi à me rendre entre deux Covid sur l'enclave espagnole de Ceuta. Et là, je commence en fait une nouvelle partie de ce documentaire en 3 volets, enfin en 4 volets maintenant, avec la partie Ceuta où on est donc dans cet entre-deux d'une enclave européenne en territoire marocain, mais sans statut réellement et de possibilité de rejoindre encore le continent européen. Donc ces jeunes sont bloqués, occupent la plage, occupent les alentours des montagnes qui plongent dans la plage, sont sur des cartons, sous des draps plus ou moins protégés du froid et de la pluie, des conditions encore plus précaires et encore plus incroyables, et ils survivent de rien. Il y a très peu d'ONG qui s'occupent d'eux. Beaucoup de mineurs à cette époque, avec quelques centres de mineurs, mais rapidement saturés, dans lesquels ils n'étaient, disait-il, pas bien accueillis. Donc en gros, ils se sont échappés aussi de ces centres, à la fois parce qu'il y avait ce problème de mauvais accueil, en gros, mais aussi parce que peu à peu, on leur disait « on va vous renvoyer ». Et il y en avait quelques-uns qui étaient obligés de partir par des bus, donc eux, en gros, échappaient à ça, et se retrouvaient à 12-15 ans sur des plages, dans des trous de roches, sous des roches, des blocs qui protègent la plage de la mer, etc. Non mais c'est vraiment une situation dingue, folle. La situation à Ceuta met une fois de plus en lumière le drame migratoire et le problème qu'il pose aux pays du sud de l'Europe. Ceuta, 85 000 habitants, vit dans l'incertitude et l'inquiétude face à ce qui s'apparente à une avalanche migratoire.
Beaucoup de ceux qui ont réussi à entrer ont passé la nuit dans des parcs et dans les rues de la ville, craignant d'être expulsés. Les migrants entrent à Ceuta à pied ou à la nage. Certains disent qu'ils sont encouragés par les forces marocaines. Et les autorités sont dans cette non-réaction, avec quand même un début de chasse un peu à l'homme parfois dans les rues. Ils les chassent du centre pour éviter que ça se voit trop, évidemment, et que ça pèse trop sur les habitants, parce que les habitants, il faut comprendre, c'est pas une mince histoire, c'est une petite île, une petite ville. Tout d'un coup, il y a 10 000 personnes comme ça qui se rajoutent, des jeunes qu'on connaît pas, avec le danger que quelque chose se passe. Et là, justement, je commence à comprendre un peu comment s'installe, pour certains, la violence et la drogue. Parce que comme je ne l'ai pas dit, mais voilà, à Barbès, malheureusement, ces jeunes aussi consomment régulièrement des anxiolytiques, etc., détournent des médicaments à des usages récréatifs. Donc on est quand même sur des jeunes, encore une fois, qui ont 15 ans, qui prennent des pilules comme du Lyrica, du Rivotril. Ça fait vraiment des pilules qui sont complètement, qui ont aucun intérêt pour eux, et qui bloquent leur croissance, et qui les mettent dans des états pas possibles, parce qu'au bout d'une tablette, évidemment, on part en vrille. Tout ça s'installe à ce moment-là, c'est-à-dire à Ceuta, la violence, la précarité, le fait d'être seul pour la première fois de leur vie. Et je me retrouve, entre autres, avec ce petit groupe. On mange ensemble sur le bord d'un trottoir, et puis ils me disent « Ah, mais si tu veux, on descend au port ». Donc je suis parti avec eux. Et en fait, eux avaient leur espèce de campement de bâches de plastique à côté des grilles de l'accès au parking qui va en fait au bateau pour le continent. Et on reste comme ça sous la pluie, ils écoutent de la musique parce qu'ils sont aussi dans leur jeunesse, quoi. Ils sont hyper gais au final, ils écoutent de la super musique de tous les rappeurs marocains qui justement parlent de ce haraga, qui parlent, tu vois, le terme haraga, ce que ça veut dire, hein, c'est le brûleur de frontières, le brûleur en fait de papier à la base, puisque on dit que ces jeunes partent dans des barques ou de manière clandestine vers le continent et brûlent avant leur carte d'identité pour pas qu'on remonte leur identité, justement. Si jamais ils sont arrêtés en Europe, il faut faire une enquête, savoir, et c'est toute la difficulté évidemment pour à la fois savoir qui ils sont, mais aussi pour peut-être les renvoyer, savoir s'il n'y a pas une famille qui les cherche, parce que parfois il y en a qui sont recherchés par leur famille. Et en fait, au bout de 1 heure, 2 heures, ils connaissaient certainement l'horaire du bateau qui devait arriver, ou ils le voyaient arriver. Et tout d'un coup, ils se sont mis à se lever, à ranger le campement en 2 minutes et à s'élancer au début lentement et tout d'un coup à courir. Et là, je comprends en fait et je vois qu'il y a le mur d'enceinte du port qui est à quelques encablures de là, à 500, 600 mètres. Et là, ils se mettent à courir. Et j'aperçois ce mur où il y a déjà des jeunes qui sont en train d'escalader. Et donc ça donne cette image assez forte quand même dans ma série sur Ceuta, où ces jeunes sont en train de courir vers un mur et certains sont déjà en train d'escalader. Donc j'ai ces dernières images où on les voit passer et se glisser dans des bateaux pour attendre la nuit et espérer que le bateau va repartir et donc de monter de manière clandestine dans ces bateaux. Au final, ils réussiront pas, mais ils deviendront un peu mes mascottes, enfin en tout cas mes personnages de mon histoire, mes personnages principaux de mon histoire. Donc je noue des liens forts avec certains. Et là, ils me disent, mais on t'invite, il faut que tu ailles à Tétouan, on est de Tétouan, etc. Donc Tétouan, c'est au Maroc. Donc j'y vais. Et puis là, je me rends au quartier et j'essaie de recontacter un peu les jeunes. Et en fait, je me rends compte que beaucoup ont été recalés, ils sont rentrés à Tétouan. Parce que, conditions trop précaires, trop difficiles, pas de possibilité de passer, ou sinon des prix exorbitants pour passer grâce à des passeurs. Alors c'est là qu'on comprend donc cette violence qui s'est installée, ces drogues qui commencent à circuler dans certains petits groupes, mais aussi les réseaux mafieux
qui leur permettent de traverser clandestinement la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, et donc d'être récupérés ensuite et de travailler, entre guillemets, pour ces réseaux. Puisqu'il faut payer. Si c'est pas la famille qui a les moyens, à un moment, il faut rembourser le réseau. On me présente un peu tous ces jeunes, pareil, qui viennent de rentrer. Il y en avait un, il avait 9 ans, il revenait de Ceuta. Il avait passé 3 semaines. Il n'avait pas tenu, il était rentré. Il y a des histoires, c'est là aussi on comprend qu'ils sont quand même très jeunes, livrés à eux-mêmes. Ils essaient de faire un petit billet, donc ça passe par tout ce qui est possible de ramasser dans la rue, entre guillemets. Alors ça peut être vendre des Kleenex aux touristes, mais les touristes n'étaient pas là. Ça peut être dans la Casbah, vendre des Tupperware en plastique sur le trottoir. Ça peut être... Et là, j'ai la chance d'avoir l'Aïd qui se déroule à ce moment-là, donc la fête du mouton. Donc tous ces jeunes sont mobilisés dans la Casbah pour brûler sur des braseros des têtes de mouton et travaillent pour quelques dinars parce que la famille n'a rien, en gros. Et ces jeunes sont à dire, tu sais Hervé, c'est pas, on sait très bien qu'on va pas gagner des 100 et des 1000, etc. C'est notre dignité. Ce gouvernement ne prend pas soin de nous, ce gouvernement nous ignore, ce gouvernement nous empêche de tout. Eux te parlent en priorité maintenant, ces jeunes générations, ils ont 12 ans encore une fois, 15 ans, ils te parlent de dignité, de aucune liberté. Je connaissais de la Tunisie, puisque j'avais fait les révolutions, donc Tunisie, Égypte, etc. Et c'était ce que me disaient les jeunes Tunisiens à la base. Ils me disaient, et eux aussi, malheureusement, fuient leur pays massivement. Ces jeunes, et surtout mon petit groupe Ayoub, etc., auquel je pense toujours, avec qui je suis toujours en contact, m'ont vraiment expliqué les choses. On s'est posé, ils m'ont montré le quartier, ils m'ont expliqué comment ça survivait dans le quartier. C'est aussi, il faut le reconnaître, toute la route du Rif, donc toute l'entrée du cannabis qui déferle sur la côte de Tanger. Donc évidemment, tous ces business passent par ces jeunes qui sont quand même à tenir la rue, quelque part. C'est les jeunes des quartiers populaires. On retrouve bien sûr un peu la même disons, articulation dans certaines banlieues de France, ghettoisées, avec des jeunes qui ont ce qu'ils peuvent avoir au pied de la cité, qui ont quitté les études assez jeunes, pas de formation, et ont besoin, encore une fois, il n'y a pas d'argent dans la famille, comme on me disait souvent dans les banlieues, le frigo est vide au 15 du mois. Donc, à un moment, il faut trouver des moyens d'eux. Alors, ça peut être quelques heures au pied de la cité, ça peut être un peu tout ce qui passe par le bitume, quoi. J'ai eu la chance de voir cette magnifique, mais vraiment elle est sublime, Tétouan est un peu une Casbah dans son jus, entre guillemets, et de documenter donc la vie de ces jeunes, à la fois dans la Casbah, mais aussi dans ces murs, dans ces ruelles sublimes, avec ces petits escaliers, et c'est tout de suite, les grands ont compris ce que je voulais dire, et les grands, entre guillemets, ils avaient 25-30 ans, et eux sont les premiers à me dire, mais ils ont raison, ils ont tort. Il y avait un peu, il y avait les deux, mais dans le sens, regarde, on a ça, c'est des tout petits espaces exigus dans lesquels ils s'entassent à une dizaine, à fumer le narguilé, à écouter de la musique très fort. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'endroit pour eux. Ils sont obligés d'être un peu protégés par les grands. Et donc, au milieu de ces grands, qui d'ailleurs, pour la plupart, travaillaient, arrivaient à bâtir leur vie au Maroc. Attention, il faut voir il y a des nuances dans tout ça, évidemment. Tout n'est pas... Il y a toujours cette possibilité de bâtir sa vie. Et la plupart des grands que j'ai rencontrés s'en sortaient pas si mal au final, mais au milieu il y avait ces gamins de 13-15 ans qui restaient toute la soirée avec nous, avec eux quoi, et qui écoutaient les grands, et les grands disaient nous de toute façon on comprend aussi, on comprend. Pourquoi est-ce que ces jeunes continuent à cultiver l'Eldorado de l'Europe et de la France ? Pourquoi continuer à faire croire que les conditions de vie sont meilleures ici, alors qu'ils vivent dans des situations très très précaires ? C'est souvent la question que je leur posais, et je leur disais, mais alors que ce soit au Maroc, ceux qui connaissaient pas, ou d'ailleurs en France ou ailleurs, puisque je les ai retrouvés à Barcelone dans le 4e volet de cette histoire, donc me disaient, écoute, on sera toujours mieux là, dans cette tente que tu vois, ou dans cette machine à laver livrée à la rue, que là où on vient.
Et donc, quand je leur demandais ça, c'était tout le temps la réponse. C'était mais on sera toujours mieux, même si tu nous vois là comme ça, etc. Nous, on veut plus retourner là-bas. Et ils parlent tous de dignité, on n'a aucune liberté, on n'a rien là-bas. Donc, en fait, en gros, ils viennent chercher des opportunités, mais aussi beaucoup la liberté. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.